Les startups, elles sont extrêmement agiles, elles ont besoin de rapidité. Et à l'inverse, le grand groupe peut avoir du mal à comprendre l'urgence de la startup. C'est vrai que c'est des langages qui sont assez différents, c'est des réflexes qui sont pas les mêmes. Favoriser une collaboration entre ces deux entités, c'est effectivement complexe. Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Ehanga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine, dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. De prime abord, start-up et grand groupe, ça peut sembler antinomique. Pourtant, la rencontre des deux peut donner lieu à des projets innovants et très ambitieux. D'ailleurs, collaborer avec un grand groupe peut être un vrai levier de croissance pour une start-up et assurer sa pérennité sur le marché. Mon invité est à la tête de l'Open Innovation chez Orange. Avec elle, nous allons voir quelles sont les clés de réussite d'une collaboration entre une start-up et un grand groupe. Bonjour Eve. Bonjour Pamela. Tu es la directrice de l'Open Innovation au sein du groupe Orange. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'Open Innovation et en quoi consiste ton métier ? Alors l'Open Innovation, c'est toute la façon dont on fait de l'innovation en dehors des process internes de l'entreprise, donc en dehors de nos propres développeurs, ingénieurs, voilà. Donc c'est un terme académique qui existe depuis quelque temps déjà, assez théorique, qui englobe pas mal de choses, que ce soit des partenariats avec des universités, avec des startups, avec des grands groupes, voire l'entrepreneuriat également, qui peut être considéré comme de l'Open Innovation. Donc c'est toutes les sources externes d'innovation. Et en l'occurrence, moi, je m'occupe spécifiquement du sujet avec les startups. Donc mon rôle, c'est de créer des interactions, des partenariats, du business entre les startups et Orange pour répondre aux besoins d'Orange, que ce soit d'un point de vue de l'innovation ou du business. Et les deux sont absolument pas antagonistes, elles peuvent complètement se compléter. On va dire avec deux visions plus ou moins court terme, soit vraiment des besoins court terme de business, de solutions déjà faites, existantes sur le marché, via des startups donc, soit les startups peuvent nous aider à voir un peu plus loin, à nous inspirer, à nous faire voir des grandes tendances qui vont émerger sur le marché. Et donc c'est ce travail-là que je mène avec mon équipe. Et justement, quelle est la relation entre Orange et l'entrepreneuriat ? Parce que ça pourrait paraître assez surprenant en fait, des collaborations. Pourquoi un grand groupe aurait besoin de collaborer avec une jeune pousse ? Alors, il y a une fable de La Fontaine qui dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Tout à fait. Donc, évidemment, on peut pas se satisfaire de soi-même. On voit à quel point les startups sont créatrices de valeurs, de dynamisme, de façons de voir différentes, de solutions originales. Et donc, c'est ce qui manque dans les grands groupes ? Disons que c'est complémentaire. Voilà, on a besoin de tout. Ce qui est créé en interne a une grande valeur, mais si on ne regarde pas en dehors, on peut aller. Ça peut poser effectivement des problèmes. C'est une évidence, hein, mais s'ouvrir aux autres est forcément une source de grande valeur. Donc voilà. On va revenir dans un petit instant sur le thème du jour, qui est la collaboration entre les grands groupes et les startups. Mais juste avant ça, chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Toi, Eve, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat ? Alors pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'audace. Voilà, je pense que ce mot parle de lui-même, donc je vais juste les dire. Je vais dire l'audace, l'énergie dans un sens positif. Il n'y a pas de sens négatif à énergie, mais voilà, l'énergie que cela demande, c'est colossal. Donc je dirais audace, énergie et j'allais dire courage. C'est à peu près proche de l'audace, mais pour moi ça rajoute. On voit l'aspect humain et personnel que ça peut impliquer en plus. Et justement, ces 3 termes, audace, énergie, courage, est-ce que c'est aussi ça que vous recherchez dans les startups avec lesquelles Tout à fait. J'avais pas pensé, tu vois, parce que je n'étais pas au courant de la question sur les 3 mots, donc je les ai juste. Il fallait bien des petites surprises. Mais aucun souci, mais effectivement, en les disant,
ce que je me suis dit. Audace, effectivement, parfois on est dans des processus internes, dans des grandes entreprises, on crée des roadmaps, des plans stratégiques, enfin des grands mots qui sont un peu, qui peuvent être un petit peu anxiogènes, mais qui sont clés et qui peuvent nous enfermer dans un mode de pensée qui fait qu'on a besoin de cette audace. Et puis on est très nombreux, donc et qui est dit très nombreux dit rôle de chacun est dans son propre rôle, et donc forcément à titre individuel, il peut être plus difficile à certains collaborateurs d'oser. Alors on essaie de le favoriser beaucoup au sein du groupe, hein, avec des structures qui nous permettent aussi de favoriser la créativité et l'audace personnelle. Mais c'est sûr que d'un point de vue les startups ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Donc j'avais dit audace, énergie. Alors je vais pas dire qu'on manque d'énergie chez Orange, ce serait vraiment pas rendre justice à ce beau groupe qui est très dynamique, tout à fait. Mais l'énergie extérieure, peu importe de qui, est toujours générateur de valeur pour un groupe, pour une entité ou à titre personnel. Voilà. Tu vas rechercher aussi le courage, j'imagine, chez les entrepreneurs avec lesquels vous collaborez. D'ailleurs, comment ça se passe ? Comment vous choisissez les startups ? Comment tu les choisis, toi et ton équipe, vous les choisissez ? En fait, je parlais tout à l'heure de deux indicateurs, on va dire business et innovation, au court terme, moyen terme, je sais pas trop comment l'exprimer, mais on va dire ce qui est clé, c'est qu'il y ait des opportunités business pour la start-up. On souhaite pas du tout, on l'a vu d'ailleurs, ça peut être dramatique pour certaines, s'allier à des start-up sur lesquelles on n'a pas une certitude qui a du potentiel, enfin pas du certitude c'est compliqué, mais en tout cas un potentiel business avéré. Donc c'est ça qu'on va chercher au moment où on va nouer un partenariat avec la start-up. Vous sélectionnez les start-up à un certain stade d'évolution. Ça veut dire qu'il faut qu'elles aient déjà trouvé leur preuve de concept, leur proof of concept. Oui, alors il y a plusieurs programmes, on va dire, qui accompagnent les startups au sein d'Orange. Il y a des programmes aussi d'incubateurs, d'incubation, on va dire, qui prennent les startups vraiment à plus jeunes. Celui pour lesquels on travaille particulièrement dans ma direction, c'est des startups qui ont déjà une solution commercialisable sur le marché, qui ont déjà quelque chose, ou alors même s'ils ne se sont pas lancés sur le marché, la solution est finalisée. Ça, c'est important. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre. On est un accélérateur. C'est notre réseau des Orange Fab, dont je pourrais peut-être dire un mot tout à l'heure. Mais effectivement, on a une solution déjà existante. Et ce qu'on va regarder d'abord, c'est le potentiel. Est-ce qu'il y a des business units chez nous qui sont intéressés par le concept ? Des business units, c'est-à-dire alors, c'est parce que dans des grands groupes, effectivement, il y a des fonctions corporate, donc parmi celles où je suis, donc c'est des fonctions groupes qui sont transverses, servir à tous les voilà, et qui vont proposer des solutions pour les unités opérationnelles, les business units, plus dans les pays, par exemple, ou sur des lignes de marché pas spécifiques, par exemple Orange Business Services qui fait des solutions pour le B2B, donc vraiment eux ils vont être plus sur la solution. Alors ça pourrait être tout ce qui est recherche autour de la 5G, c'est un exemple. Alors 5G est transverse. Ah ok, d'accord. C'est vraiment un sujet là pour Orange qui englobe tout le monde. Mais la distinction, c'est que les business units, elles peuvent sourcer elles-mêmes des startups, évidemment pour leurs besoins. Nous, notre rôle côté corporate, ça va être d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se fait sur le marché, de leurs besoins, de ce que proposent les startups et d'initier ces discussions avec les business units. Et ça peut être aussi pour nos besoins propres au sein du corporate, évidemment. Ok. Et justement, tu parlais de l'Orange Fab tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que c'est l'Orange Fab ? Est-ce que c'est un département au sein de l'Open Innovation chez vous ? Oui, alors c'est un réseau d'accélérateurs. Donc il y en a 18 dans 19 pays, puisque voilà, Belgique et Luxembourg sont communs. Oui, on se rend pas compte parce que Orange c'est un groupe énorme en fait. Oui, alors c'est un groupe qui est colossal. Alors je me souviens plus là, j'ai pas révisé mes fiches dans combien de pays on est, mais je crois que c'est autour de 25-30
par là. Et donc les accélérateurs Orange Fab, on en a à la fois dans les pays où Orange opère et on en a aussi dans certains pays où on pense qu'une présence proche des startups dans des pays importants, on va dire actifs au niveau des startups est clé. Donc par exemple, on en a en Israël, en Russie, aux États-Unis, voilà. Donc c'est des pays où Orange n'est pas présent commercialement, mais sur lesquels on a besoin d'avoir une présence avec les startups. Voilà. Et donc ces accélérateurs, effectivement, ils sont inclus dans chacun des pays. Okay. Et leur rôle, c'est de détecter des startups de la même manière, de les accélérer, de créer des partenariats business et ensuite de les faire éclore, même internationalement. Et c'est là où ce réseau a beaucoup de valeur. Je crois que c'est un des seuls réseaux d'accélérateurs internationaux au sein des grands groupes qui permet aux startups de pouvoir s'étendre ensuite. Et justement, quand tu dis les accélérer, est-ce que ça veut dire que Orange fournit de la logistique, des moyens, voilà, tout à fait? Alors, ça dépend de ce que souhaite la start-up. Globalement, notre proposition qu'on fait aux start-up, c'est déjà de leur fournir de l'accompagnement business, on va dire. Donc, de leur donner les clés pour développer leur activité. Donc, les bons contacts. Naviguer dans un groupe comme le nôtre, c'est extrêmement complexe. Donc, les bons contacts, les bonnes personnes, les aider à travailler leur proposition de valeur pour Orange, parce qu'ils peuvent avoir une proposition de valeur, mais qui peuvent pas être... sur lesquels ils nécessitent quelques ajustements pour s'adapter vraiment à nos besoins, traduire, on va dire, leurs propositions pour des internes Orange. Donc, on va vraiment faire le go-between, le marieur en quelque sorte. Donc, on va les aider à écrire leur business plan, par exemple, pour pouvoir adapter, business plan adapté à Orange. Après, on peut les aider aussi de façon plus globale, évidemment, puisque notre sujet, c'est que les startups soient pas indépendantes d'Orange. Donc voilà, donc tout ce travail on va être un peu le commercial au service de la start-up pour le groupe en fait, le business développeur pour développer leur business. Et ensuite, il y a effectivement des moyens, donc on fournit un lieu, des lieux en fonction des pays, puisque voilà, il y a un lieu en Île-de-France, mais il y en a aussi dans les différents pays où on est. Donc en fonction de la maturité de la start-up, ça les intéresse plus ou moins. C'est vrai que s'ils sont très matures, ils ont déjà des locaux, etc. Et puis aussi du coaching ou du mentoring. Donc, on leur propose des coachs en fonction des besoins pour développer, par exemple, des conseils légaux, ou des conseils financiers ou des conseils dans le développement de leur entreprise. Bon, ça, on essaie de le faire assez sur mesure. Mais concrètement, quel est l'intérêt pour un grand groupe de mettre autant de moyens sur une start-up alors que vous pourriez directement trouver des fournisseurs qui sont peut-être qui sont sur le même marché, qui sont peut-être plus matures, plus d'expérience. C'est peut-être l'audace dont on parlait au début. Donc finalement, on en fait preuve. Je disais évidemment qu'on fait preuve d'audace aussi, mais c'est pouvoir identifier une start-up assez tôt, même si j'ai dit qu'elle avait des produits commercialisés, et croire en elle et se dire que de cette start-up-là, on va créer un partenariat durable et multi-pays ou je reparle des business units, mais on va dire qu'on va scaler entre nous. Parce qu'en fait, si chacun fait son petit sujet avec les startups, alors déjà, dans les faits, ça va être moins efficace. Non, c'est pas efficace ce que je voulais dire, mais je pense que les business units vont pas forcément se retourner vers des startups. D'accord. Parce que c'est plus risqué, parce que c'est plus long, plus long en tout cas, complexe. Donc nous, notre rôle, il est justement de mettre cette graine-là et de favoriser l'audace pour pouvoir travailler sur des partenariats qui soient plus durables, on espère en tout cas. Mais justement, une start-up, donc une jeune pousse, une entreprise qui vient de se lancer il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, est-ce que ça parle le même langage qu'un grand groupe? Ah non, pas du tout. Une start-up, c'est très flexible, c'est l'agilité, alors qu'un grand groupe, dans l'imaginaire, on imagine que c'est plus compliqué en fait, qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Et est-ce que ça communique bien? C'est justement notre rôle aussi dans la direction là, d'Open Innovation. Je parlais tout à l'heure, je crois que je l'ai évoqué rapidement, de traduction, et c'est vrai que c'est des langages qui sont assez différents, c'est des réflexes qui sont pas les mêmes.
Et favoriser une collaboration entre ces deux entités, c'est effectivement complexe. Tu l'as dit, Pamela, les startups, elles sont extrêmement agiles, elles ont besoin de rapidité, elles ont du mal à comprendre que les process de décision soient complexes, il faut mettre dans la boucle, je sais pas, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes avant d'arriver à un contrat. Alors ça dépend, effectivement, on essaye de le faire de moins en moins, mais c'est des réalités qui sont différentes. Voilà. Et à l'inverse, le grand groupe peut avoir du mal à comprendre l'urgence de la start-up. Pourquoi ? Alors je pense que s'ils le comprennent, c'est pas très compliqué de comprendre que si le truc va pas vite, ça va poser problème à un moment. Mais parce qu'il y a différents degrés hiérarchiques, par exemple. Ouais. Donc chacun veut se protéger. C'est un exemple que je donne, il y en a plein, mais dans une discussion avec une start-up, il faut que je voie mon chef, il faut que je vérifie, et puis en fait ça implique une autre direction, et puis ça implique les achats, et puis voilà, et puis comme les personnes ne sont pas entrepreneurs dans un grand groupe, forcément ils savent que ils vont être, leur rôle c'est de se baquer, c'est de vérifier, c'est de bien ficeler son dossier, sécuriser, etc. Donc c'est ce match entre les deux qui est complexe et sur lesquels on a un vrai rôle dans les Orange Fab et dans ma direction plus globale qui inclut pas mal d'équipes qui travaillent avec les startups, c'est de pouvoir créer ce lien et faire comprendre à chacun les enjeux. On a par exemple beaucoup travaillé avec les achats pour créer des processus d'achat beaucoup plus courts. Parce que normalement, avec les grands groupes, il y a des appels d'offres, c'est ça ? Donc voilà, pour passer outre tous ces processus, tout en évidemment, c'est là ce go-between là dont je parlais, ce match. Il n'est pas question de passer outre des processus qui sont très important pour des grands groupes. On a évidemment besoin de vérifier certaines données auprès de la start-up, de s'assurer que tout est bien OK d'un point de vue RGPD, par exemple. Ouais. Oui, parce que c'est votre responsabilité. C'est votre nom, votre responsabilité et autant que vous engagez. Une start-up va pas forcément être attaquée sur des sujets comme ça, autant un grand groupe, on va pas le rater. Ouais, c'est ça. On va pas le rater. S'il y a des manipulations de données personnelles qui sont pas bien gérées, pas bien faites, en si plus, ça passe par des pays, etc. Ça serait vraiment le comble. Donc voilà, il faut qu'on sache quelles sont les priorités des startups et du groupe et qu'on puisse faire fi de certaines choses pour aller plus vite et en même temps être garant quand même de certains éléments qui sont effectivement très importants. Et justement, tu parlais de vous expliquer aux grands groupes aux startups comment ça se passe dans le grand groupe. Ça veut dire que une startup qui veut travailler avec Orange aura un référent qui va lui donner accès ou en tout cas qui va l'aider à décrypter l'environnement. Oui, tout à fait. Il aura un référent, peut-être deux, mais pas plus. Et ça sera cette personne-là qui sera en charge de développer. Je vous dis, c'est comme vraiment un business développeur personnel pour développer son business au sein d'Orange. Alors, donc pas des toutes commerciaux, les startups, c'est les startups qu'on sélectionne et qui correspondent à un besoin. C'est un programme, le programme a un nom bien spécifique. Alors, il y a plusieurs programmes. Donc, si on parle de la France, parce qu'Orange est quand même un groupe français, donc on a la majorité de notre activité se fait à la fois sur le territoire français, enfin sur le marché français pour les clients français, mais aussi il y a beaucoup de fonctions de corporate qui se situent en France. La start-up, elle aura un référent ou deux, dans certains cas, si le sujet est un peu plus complexe, etc., mais maximum. Et effectivement, le rôle de ce business développeur, ça sera d'ouvrir les portes au sein d'Orange, de trouver les bons contacts et de maximiser les chances de la start-up de faire du business. Et est-ce que ça fait partie d'un programme spécifique ? Il y a plusieurs programmes. Donc, au sein d'Orange Fab, sur le territoire français, on va dire, parce que c'est à la fois pour le marché français et pour les fonctions corporate qui se trouvent en France, on a plusieurs programmes, donc en fonction de thématiques. Donc, on a un programme en ce moment là qui est en train de se terminer, enfin sur la 5G. Donc, on a, comme c'était un sujet quand même extrêmement clé pour nous, on a un programme qui a accéléré 6 startups. 4 dans l'infrastructure, donc vraiment dans le réseau, et 2 dans les services. Donc on les a sélectionnés en fonction du match justement potentiel entre leur solution et Orange. Et là, donc ils ont eu accès à tous les services, les propositions dont je te parlais. Donc il y a ce programme 5G, il y a un programme Women Start dont j'aimerais vraiment mettre l'emphase aujourd'hui parce que
Il a commencé, on est encore en ouverture, au processus de candidature. Donc, on a lancé l'appel à candidature il y a quelques semaines et il se clôture le 1er juillet, donc très bientôt. Donc, c'est un programme qui vise à attirer, donc dans notre programme, des femmes CEO ou cofondatrices de la start-up. On voit que dans la tech, en règle générale, c'est très compliqué d'assurer la parité, loin de la... Enfin, voilà, c'est même extrêmement complexe. Quand on fait des appels à candidature généraux, ou quand on recherche des startups, nous, on peine à dépasser les 5% de femmes CEO ou cofondatrices. Donc, on a fait un programme spécifique sur le sujet. Donc, il y a des sous-thématiques. Effectivement, il faut que ça colle aux enjeux d'Orange. Donc, voilà, on cherche dans les domaines de l'expérience client, de l'intelligence artificielle, de la tech for good, de la RSE. Bon, je les ai pas tous, vous pourrez tout en tête, mais vous pourrez retrouver tout ça sur orangefabfrance.fr. Ok, c'est noté. Mais voilà, effectivement, et on a d'autres programmes qui sont en cours de réflexion et qui seront lancés cette année pour d'autres startups. Et est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Est-ce qu'il y a, je sais pas, du financement à la clé? Est-ce qu'il y a des choses de ce genre? Alors, il peut y avoir des financements. Donc, dans le cadre de Orange Fab, on peut proposer des prêts de 15 000 euros. Donc, c'est relativement réduit, mais ça peut donner un coup de main. Un coup de voilà. Dans le cadre du business qu'on fait avec les business units d'Orange, on peut aussi mettre le pied à l'étrier, c'est-à-dire financer certains pilotes. Donc, évidemment, on fait rien gratuitement. Enfin, la start-up ne fait rien gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui est très important et il n'est pas question qu'elle lance des pilotes gratuitement, mais s'il y a des freins, on peut aussi financer ces pilotes-là. Donc, on a des petits budgets pour aider les startups là-dessus. Et ensuite, on a un venture capital, un corporate venture capital au sein d'Orange qui s'appelle Orange Venture, qui peut effectivement financer les startups. Alors ça, ils ont leurs propres objectifs. Il y en a pas beaucoup qui sont financés chaque année. Il n'empêche qu'on a quand même des sujets qui sont communs et on se parle évidemment énormément. On travaille beaucoup ensemble, donc ça peut potentiellement arriver à ça, mais c'est pas le seul objectif. Vous l'avez compris, l'objectif principal, c'est le business. Est-ce que vous rentrez dans le capital de la start-up ou non. Est-ce qu'il y a ce genre de deal C'est pas dans le deal initial. Maintenant, si le business, si il y a des synergies, s'il y a des, voilà, ça peut arriver en discussion, mais c'est pas dans le c'est pas l'objectif, ouais. D'accord. Et pour illustrer de manière peut-être un peu plus concrète, on va prendre l'exemple de 50. Donc c'est une start-up dont tu m'as parlé, qui a été fondée il y a maintenant 3 ans, un peu plus de 3 ans, par Alexia Cordier, qui est en ligne avec nous. Est-ce que tu as un petit mot, pourquoi tu avais choisi cette start-up-là? Alors, j'ai choisi cette start-up-là parce que justement, elle a fait partie du programme Women Start. Et donc, comme c'est le programme qui est en cours d'ouverture, ça me permettait de donner un exemple concret et de montrer qu'il y avait des beaux succès qui pouvaient émerger de ces discussions et de ces programmes. Et puis ensuite, c'est une solution que je trouve très claire, très simple, parce que c'est sûr que chez Orange, parfois, c'est un petit peu tech quand même ce qu'on fait. Il y a des solutions très infrastructure, réseau, etc. Donc, qui pouvaient ne pas parler forcément à tous tes auditeurs, Pamela. Donc, voilà, je vais laisser Alexia parler de sa solution. Elle le fera bien mieux que moi. Donc, voilà, je laisse l'écouter. Bonjour Alexia. Bonjour Pamela. Merci d'être disponible pour nous. Du coup, est-ce que tu peux présenter 50 en quelques mots? Avec grand plaisir. 50, en fait, ça résout le problème du passage à l'action dans les formations et les transformations en entreprise. Et on fait ça via une solution de e-doing. E-doing De e-doing, ça s'appuie sur les sciences comportementales et notamment la méthode du nudge, si tu connais, et la technologie pour pouvoir du coup appliquer cette méthode à l'échelle et en mesurer l'impact. Et alors, quelle est la solution que tu proposes pour Orange et comment est née votre collaboration? La solution que je propose, c'est de faire monter en compétence les collaborateurs, mais pas en leur donnant encore des conseils, des textes à lire, des vidéos à regarder, etc. C'est-à-dire pas des choses qui se retiennent, qui sont dans la tête, qui sont du cognitif, comme on l'appelle. En fait, c'est des choses comportementales. C'est des micro-actions à réaliser dans sa vie tous les jours en travaillant, qui sont personnalisées à l'utilisateur. On aide à la réalisation de ces micro-actions et ensuite on mesure au niveau collectif ce qui a pu être fait ou pas. Donc, pour donner un exemple,
Là où, par exemple, un grand conseil va être autour de développer son réseau, etc., dans par exemple, les formations sur le leadership, une micro-action va être, demain, essayer d'inviter un N+2 pour un déjeuner ou un e-coffee. Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Est-ce que vous en voulez une autre? Si vous voulez le faire, quand est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez un rappel dans votre agenda, etc., etc. Donc ça, c'est un outil qui est très utile et très efficace, et pour les managers, à la fois pour les managers et pour les collaborateurs. Tout à fait. D'ailleurs, Orange nous utilise sur les deux typologies de personnes. Et justement, comment est née cette collaboration avec Orange? Alors, elle est née tout au début de 50, parce qu'Orange a fait partie de nos 3 premiers clients, et c'était il y a 3 ans. Et elle est née parce que après une chaîne de 8 à 9 contacts initiés par un événement quelque part, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Lynn Pellissier, qui était à l'époque la directrice diversité et inclusion groupe d'Orange. D'accord. Et voilà, elle a été emballée par l'idée tout en ayant du courage. Et donc elle a dit c'est parti, on fait un pilote. Ce pilote a eu des très bons résultats. Et donc, à la fois, a converti avec sa successrice, je sais pas comment on dit, Delphine Pouponneau, qui a exactement les mêmes traits de caractère que Lynn, c'est-à-dire beaucoup de vision et de courage. Et donc, elle a déployé ça. Et des petits aussi sur d'autres cas d'usage pour faire d'autres pilotes qui ont eux-mêmes converti. Et à ce moment-là, 50 était à quel stade de son développement? C'était le tout début, c'est-à-dire c'était notre MVP, comme on l'appelle, notre premier produit. Donc ça, c'était l'année 1. Et puis ensuite, bien sûr, au fur et à mesure des années, maintenant, c'en est presque une suite logicielle avec différents produits intégrés dans le même produit. Et justement, je voulais savoir qu'est-ce que cette collaboration avec un grand groupe, avec Orange, t'a apporté? Et qu'est-ce que énormément de choses, énormément de choses. Je pense d'abord beaucoup en termes de vision et de positionnement. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'est que tous mes clients m'ont fait des retours sur comment on pouvait encore mieux se développer et avec la même ambition pour 50 que ce que l'on avait en interne, cette optique de nous porter plus haut, plus loin. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très importante pour un business, ça, c'est du business, c'est du chiffre d'affaires. Et la troisième chose, ensuite, c'est beaucoup de word of mouth ou d'organic growth, comme on l'appelle. Word of mouth, c'est-à-dire du bouche à oreille. Du bouche à oreille en externe d'Orange aussi. D'accord. Et ça, c'est grâce à Orange, en fait, tu as eu accès à un réseau? Est-ce que c'est ce que... Voilà, tout à fait. Soit un réseau institutionnalisé via des prix où Orange a par exemple un rôle à jouer ou via l'Orange Fab, soit des choses plus personnelles de nos sponsors, de nos marraines et parrains chez Orange qui ont pu nous mettre en relation avec leurs contacts. Et toi, en tant qu'entrepreneur, justement, pourquoi ça te tenait à cœur de travailler avec un grand groupe tel qu'Orange? Alors déjà, c'est notre cible, hein. c'est du B2B grand compte. Parce que tu cibles les départements RH, c'est ça? 40 et SBS 120. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est notre cible. Et à l'intérieur, c'est en effet les départements RH, donc transformation, formation, D&I. Donc déjà, c'est en plein dans la cible. Et dans la cible, ça fait partie des 5 entreprises les plus importantes. Donc c'était quelque chose d'extrêmement naturel, surtout que Orange a un positionnement qui est assez innovant, qui était prêt à entendre des solutions comme la nôtre. Ensuite, c'était pas non plus, par exemple, je parle quelquefois à des startups qui vont développer des solutions 5G ou de mobile, et alors là, ça fait encore plus de sens. Il n'y a qu'un seul client possible sur Orange. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil à donner à d'autres startups ou d'autres entrepreneurs qui ciblent les grands groupes et qui aimeraient collaborer avec un grand groupe? Qu'est-ce que ça t'a appris? Quels enseignements tu peux partager? Déjà, il y a une vraie différence entre le grand groupe, donc plus de 5-10 000 personnes, voire jusqu'à plus de 100 000 personnes comme Orange, donc vraiment CAC 40 SBS 120, versus une grosse ETI, donc ce qu'on appelle le Small and Medium Businesses. Donc, ça, c'est une vraie différence. Et donc, sur cette cible-là, toujours se rappeler que c'est pas les mêmes timings. C'est-à-dire? Le timing d'Orange, moi avant, j'étais chez Procter & Gamble, c'est la même chose. Qui est un grand groupe aussi. Qui sont plus longs. Voilà, des temps qui sont plus longs que nous, start-up, où tout se fait à toute vitesse, même quand on grandit. Qu'est-ce que ça veut dire, ce temps long? Ça veut dire,
identifier ces sponsors, et pour nous c'était 4 à 5 marraines très fortes qui vont pouvoir nous expliquer comment ça fonctionne, venir en interne, etc. Donc ça c'est très important. Et la deuxième chose, c'est aussi savoir rappeler à ces interlocuteurs nos priorités en tant que partenaire. On n'a pas autant de temps que vous. Et puis, il faut aussi qu'on développe notre chiffre d'affaires. Donc, une fois qu'on a fait 1, 2, 3 pilotes sur des cas d'usage différents, on arrête les pilotes et on passe à de la fiabilisation, de la construction, etc. Et puis, la dernière chose, c'est aussi de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, à nouveau parce que c'est plus lent. Même si Orange est un groupe où il y a une infinie d'opportunités de partenariat à faire, il ne faut pas oublier d'aller développer le Tout à fait. Et justement, ça, Orange l'encourage aussi auprès des startups qu'elle accompagne, n'est-ce pas, Ève? Tu nous avais dit que justement, vous teniez à l'indépendance de vos entreprises, des startups avec lesquelles vous collaborez. Oui, tout à fait. C'est très important. C'est ce qu'on appelle la non-dépendance économique. D'ailleurs, c'est un indicateur qui est regardé par nos départements achats parce que c'est un risque de travailler avec des fournisseurs, pour les appeler un peu vulgairement, qui prennent des risques à ne travailler que avec nous. Et donc, si jamais le partenariat devait s'arrêter, qu'on les mette dans une situation complexe économiquement, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite faire, loin de là. Donc, on essaye d'encourager aussi les entrepreneurs avec lesquels on travaille à se développer en dehors de nous. Et d'ailleurs, quel est le futur pour 50 ? À quoi ça ressemble ? Alors le futur pour 50, c'est bien sûr continuer à faire croître le marché du e-doing. Là, ce qui est incroyable, c'est que nous, ça fait 1 an qu'on a des appels d'offres sur le e-doing qui sortent avec les clients avec lesquels on a travaillé. Donc là, c'est normal. Et puis, on commence à avoir des appels d'offres, alors même qu'on n'a pas encore travaillé avec ces clients. Donc ça, c'est incroyable, la création d'un marché. Rester, bien sûr, leader sur ce marché. Ça, c'est absolument nécessaire. Et puis, se développer à l'international de plus en plus. Aujourd'hui, on a 35% de nos utilisateurs à l'international parce que nos clients sont des multinationales françaises. Petit à petit, on va pouvoir développer notre nombre de contrats locaux à l'international. Du coup, collaborer avec un grand groupe, t'as donné aussi des bonnes pratiques, j'imagine, des bonnes pratiques. Je pense que tu as gagné aussi du temps en termes d'évolution d'une start-up. Est-ce que tu le verrais comme ça ? Oui, alors par exemple, ça m'a donné, ça revient un peu à ce qu'on disait sur qu'est-ce que la collaboration avec Orange m'a apporté, mais par exemple, rien qu'en termes de produits, le fait d'avoir une solution qui existe multilangue et qui s'adapte à différents fuseaux horaires est quelque chose qu'on a dû intégrer dès année 1. Ouais. Forcément. Autre exemple, c'est aussi dans les profils que l'on recrute. Les profils que l'on recrute, ça peut pas être par exemple des commerciaux qui vendent sur catalogue en 1 mois. Pourquoi ? Parce que nous, c'est des ventes longues, personnalisées. Donc, c'est des profils qui sont un peu plus seniors et qui aiment ce qu'on appelle la vente complexe. Super. Merci beaucoup, Alexia, pour ce partage d'expérience. Merci, Alexia. Merci à vous deux, c'est un plaisir. Longue route à 50 et peut-être à bientôt sur Business Lab. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, du coup, la solution d'Alexia, 50, répond à votre image de l'innovation ? Oui, dans le domaine RH et dans le domaine de la formation, effectivement, c'est une solution qui est innovante et c'est une solution qui répond à des besoins de clients chez Orange, de clients internes, comme on a pu le voir dans le cadre de direction de la formation et de direction RH. Donc oui, ça évidemment répond à notre besoin. Parce qu'en général, l'innovation, on ne sait pas si on est toujours concerné, mais vous avez une vision assez large de l'innovation produit, en fait. Oui, alors l'innovation, nous on la voit pas forcément comme innovation de rupture, innovation incrémentale. Enfin, ces sujets-là, pour nous, l'innovation, à partir du moment où c'est nouveau, on va dire, c'est de l'innovation. Après, effectivement, il faut qu'on regarde très près ce qui est une innovation performante, qui a du sens. En interne, on dit meaningful, puisque voilà, il faut que ça apporte de la valeur pour le groupe. En l'occurrence, on a 4 sujets quatre piliers qui nous semblent vraiment clairs à expliquer pour ce qu'est une innovation qui a du sens pour nous. Le premier, c'est il faut que ça soit désirable, donc il y ait des clients derrière, évidemment. Donc
Si on prend l'exemple de 50, il y a des clients puisqu'il y a des besoins en termes de formation et ensuite de clients final, de salariés pour qui la solution est importante. Oui, quand tu dis désirable et qu'il y ait des clients, c'est au sein d'Orange. Ou pas, ou des clients finaux derrière, mais en tout cas, il faut qu'il y ait un besoin client. Ça paraît une évidence, mais ça fait toujours du bien de le dire. Ensuite, il faut qu'il y ait du business, que ça soit viable, on va dire financièrement. Donc il faut que ça rapporte de l'argent ou de la valeur. Gros mot, hein. Ou de la valeur en règle générale. Alors 50, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent puisqu'on n'a pas de il y a pas d'enjeu financier, c'est de la valeur là plus intangible, de la valeur RH, de la valeur de développement des compétences des salariés, donc derrière de la valeur. Donc la valeur elle n'est pas forcément directe immédiatement tout de suite, mais en tout cas il faut que cette valeur on puisse la voir et la mesurer et même si c'est en termes de NPS, il faut que cette valeur on puisse la sentir. Ensuite, il faut que ce soit faisable. Donc, j'étais désirable, viable, faisable. Ça, c'est le sujet de la technologie. Parce qu'on peut tout de suite partir, surtout dans un groupe un peu tech comme nous, sur des choses complètement un peu illusoires, farfelues et qui vont coûter beaucoup d'argent à développer. Alors, je ne parle pas de voitures volantes, là. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais je veux dire, on peut être sur des technos, des sujets qui vont être, certes, qui vont avoir un besoin client et qui vont rapporter de l'argent, mais si derrière elle nécessite des investissements absolument colossaux ou énormément de temps, etc., ça colle. Parce que c'est Orange qui aide à développer la solution de la start-up. Alors ça peut, pas systématiquement, puisqu'on a dit qu'on avait des solutions qui étaient déjà commercialisables. Après, on a par exemple des pour les améliorations dont parlait Alexia, justement, ou est-ce que vous avez participé au développement des MVP? Alors sur le sujet d'Alexia, je peux pas te dire précisément. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. En l'occurrence, par exemple, en ce moment, sur les sujets 5G, on finance beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui arrivent sans solution 5G, avec des solutions, mais où on se dit, si en plus on l'a potentialisé avec de la 5G, ça serait formidable. Donc, on a des 5G Labs qui sont là pour ça et avec lesquels il y a évidemment énormément de synergie avec nos autres programmes. Il y a beaucoup de startups de Orange Fab 5G qui sont passées par le 5G Lab. Le sujet, c'est de se dire, on va financer les modules technologiques, on va les aider à les développer, on va leur mettre à disposition des experts, on va travailler là-dessus. Okay. Voilà. Donc il manque un pilier sur l'innovation. Je pense qu'il faut aussi que ce soit responsable. Mais bravo Pamela. Effectivement, le 4e pilier, c'est que ce soit responsable. Donc soit dans la solution telle qu'elle est faite, qu'elle soit green, que les composants puissent être réutilisables, éco-conçus, etc. Ou alors que cela permette d'accéder à de l'inclusion, à de la mixité, la diversité. On regarde toujours ce pan-là dans l'ensemble de nos sujets. Et vous avez, depuis la création de l'Open Innovation au sein d'Orange, vous avez accompagné combien de startups? Vous avez travaillé avec? Alors, je pense que ça se compte en milliers. Après, si on regarde vraiment les programmes Orange Fab, on est plus autour de 500, ce qui est déjà beaucoup dans tout le spectre international dont on a parlé. Sur le territoire français, on a plutôt une trentaine, quarantaine par an de startups vraiment avec lesquelles on met l'emphase particulièrement pour arriver à des succès qui sont évidemment moins nombreux puisque on garantit pas. Oui, je l'ai pas dit parce que c'est vrai qu'on parle de très enthousiasme avec beaucoup de positivité. Il y a pas de le succès est pas forcément garanti. Derrière, il faut rencontrer un client et donc ça peut s'arrêter après le premier contrat ou alors avoir un grand succès comme 50. Est-ce que justement tu aurais peut-être pour terminer 2-3 conseils qu'on pourrait partager avec les entrepreneurs, les start-upers qui nous écoutent pour justement optimiser cette collaboration start-up et grand groupe? Quels sont les conseils que tu peux donner ou les écueils à éviter d'un point de vue start-up? Alors, je pense qu'il faut bien identifier les personnes à qui parler. On l'a dit, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est là où les directions Open Innovation, normalement, dans les grands groupes, sont là pour ça. Ou alors connaître quelqu'un qui va bien nous orienter. Enfin, on peut vite se perdre là-dessus.
Donc, identifier en amont, enfin, même avant de candidater. Alors non, le candidater, c'est simple. Enfin, ça, c'est simple. On va dire, s'il a vu l'appel à candidature, ensuite, le chemin va être plus simple. Mais je parlais d'une start-up, en règle générale, qui veut travailler avec Orange en dehors de programme, en dehors d'appel à candidature, en dehors de, pouvoir identifier les bonnes personnes. Et je pense que le deuxième, c'est s'arrêter à temps, on va dire. C'est-à-dire pas se laisser, je l'ai un peu raconté, mais il peut y avoir des labyrinthes complexes, et pouvoir dire non, stop, là, je parle pas aux bonnes personnes, je vois que ça prend pas, etc. Et oser dire, là, en fait, je m'arrête. Peut-être que mon chemin recroisera ce grand groupe un jour, mais pour l'instant, je vois que ça n'aboutit pas et je me fatigue et je perds de l'énergie. On peut vite perdre de l'énergie. Un autre conseil, je dirais de ne pas accepter de faire les choses gratuitement. Ouais. Parce que c'est du travail. C'est du travail et certaines personnes dans les grands groupes, alors pas nous heureusement, mais peuvent avoir tendance à dire ok, vous avez l'air d'avoir faim entre guillemets, vous voulez faire du business avec nous, proposez-nous un pilote gratuitement, on va voir ce que ça donne, ça sera une expérimentation. Ah, tu penses que il y a des grands groupes qui se comportent comme ça ? En termes d'expérimentation, ça peut arriver. Alors je pense que c'est moins le cas aujourd'hui, mais de dire oui, ça elle a l'air bien votre solution, faites-la nous tester. Okay. C'est comme des investissements, comme de la com, voilà. Et puis il y a des startups qui rechignent pas du tout à ça en se disant oui, effectivement. Et toi, tu le déconseilles Je le déconseille parce qu'en fait, à partir du moment où c'est gratuit, je pense que la ligne de marché, la business unit concernée, elle est moins impliquée. Ouais. Elle va moins mettre de l'implication personnelle. Et donc, certes, derrière, ça peut s'arrêter plus facilement. Alors, certes, il y aura moins d'ouverture pour la start-up parce qu'elle va avoir moins si elle fait payer, elle aura moins de potentiel, on va dire, dans le groupe. Mais au moins, les potentiels qui vont être identifiés, ils seront plus engagés et plus volontaires de réussir ensuite et de faire émerger quelque chose ensuite. Donc, il y aura une implication qui sera plus grande. Donc, moins. Et je pense à un autre, alors j'en dis un quatrième parce qu'il y en a plein qui me viennent en tête là comme ça, mais de viser la qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire se dire je vais pas ouvrir des portes un peu partout et regarder ce que ça donne. C'est dire ok, là c'est en général s'il y a des directions de l'open innovation et dans le cadre de programmes etc. c'est le rôle, mais de se dire concentrons-nous sur cette entité ou celle-ci, là il y a du potentiel, regardons ce que ça donne, ne pas disperser. Ouais. Et aussi travailler peut-être viser des groupes avec lesquels on a des affinités en termes de valeurs. Ça c'est aussi, évident. Ça, c'est, bien sûr. Tu veux dire de valeurs personnelles ou de valeurs valeurs morales les valeurs morales. Oui, non mais bien sûr, c'est mais ça se sent, je pense, très vite. Je pense que l'intuition, j'aurais pu dire ça aussi sur les startups dans les adjectifs que tu me demandais au début. L'intuition est une vraie qualité de tous les start-upers qui réussissent. Et ce feeling, il est important. Et donc, on le sent aussi à partir du moment où on est en contact avec un client. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Et est-ce qu'ils ont les mêmes valeurs ? Et Exactement. Qu'est-ce qui va fonctionner derrière ? D'ailleurs, alors, si vous nous écoutez, on rappelle qu'il y a le programme Women Start, dont les candidatures vont bientôt fermer, qui permettent aussi de rentrer en collaboration avec Orange. Si tu veux redire peut-être 2 mots, puisque là, ça va être la fin de l'émission. Non, je crois que j'ai tout dit. Effectivement, on compte sur les femmes, pour l'avenir et surtout l'avenir dans la tech, c'est très important et donc on souhaite les mettre en avant particulièrement. Il y a un programme aussi pour celles qui connaissent qui s'appelle Femmes Entrepreneuses, qui existe aussi chez Orange, qui est plutôt pour des femmes qui sont sur des projets assez en comment on appelle ça, early stage, on va dire, sur des premiers projets et qui ont besoin de se développer. Donc, c'est plus de l'incubation et de l'aide là-dessus. Et Women Start, c'est effectivement pour des produits déjà existants. Alors, je remettrai les informations en description. Tout est sur nos sites web. Mais merci beaucoup, Ève Auman, d'avoir été notre invitée. Je t'en prie. Merci, Pamela, de ton invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email ou sur mes réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très vite. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.